de la prévention, parce qu'on parle beaucoup de la question de l'accès aux soins, mais l'accès à la santé tout court est déjà un vaste problème. Et puis ensuite, on poursuivra avant la pause déjeuner par une riposte poétique. Alors certains d'entre vous font partie du mouvement Une seule santé, la riposte poétique, donc ils connaissent déjà bien. Ce serait compliqué à vous raconter en quelques minutes. Mais voilà, une seule santé, c'est l'idée que, comme le rappelait hier Bruno, il y a deux choses auxquelles les personnes tiennent quand on fait les études dans le monde entier, à Tombouctou, Delhi, Columbia ou ailleurs. C'est un, la santé, et deux, la relation. Ce ne sont pas les possessions, ce ne sont pas les voyages, je ne sais quoi, les deux choses prioritaires, la santé et préserver les relations, continuer à être en relation. Donc une seule santé. Et la riposte poétique, on vous en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est l'idée que dans la chaîne de continuation des habitudes, dans le registre quadrillé de ce qui est uniquement possible, eh bien, il faut sortir de cet labyrinthe des possibilités et faire émerger précisément l'impossible, c'est-à-dire d'autres représentations, d'autres choses, et probablement que le poète, l'artiste, et puis parfois aussi le scientifique, quand il y a une découverte comme ça qui lui arrive comme un coup qui lui vient du dehors, hein, je crois que c'était Nicolas de Staël, quand on le questionnait sur comment il écrivait, comment il peignait, et il écrit ça dans ses lettres, qui ont été republiées il n'y a pas très longtemps. Il dit « je peins les coups reçus ». C'est-à-dire que ce n'est pas le peintre qui se met comme ça à représenter l'image qu'il a vue, c'est le monde qui vient lui frapper au pinceau, à la tête, à la main, et qu'il met ensuite en représentation. Donc l'idée de la riposte poétique, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui peut nous venir du dehors, et que probablement le poète est celui qui nous dit que quelque chose d'extravagant peut survenir, qui n'était pas attendu, et qui change la donne totalement, qu'on ne peut pas attendre la nouveauté de la répétition des possibles, des habitudes. Hein, quand Manet arrive avec son tableau, il fait une rupture par rapport au classicisme et ensuite il réouvre tout un champ. Donc le poète vient nous dire qu'un autre monde est possible. Et donc voilà, dans le cadre d'une riposte poétique, je fais une petite annonce, j'en profite, le 28 juin, on fait une riposte poétique, on attaque les passants dans la rue, devant le théâtre de la colline, avec des poèmes. C'est une rue passante, et donc de façon extravagante, il faut nous rejoindre, les activistes de la riposte poétique. On dit des poèmes, et voilà, histoire de dire qu'il se passe des choses extravagantes dans le monde aussi, voilà, ils sont là. Donc on va faire ça, et puis je te donne la parole et on enchaîne. Merci. Donc, on suit notre fil narratif, peut-on faire tomber l'intervenant à bord? J'ai un point de vue situé avec Franca, donc je le défends, et puis on est extrêmement heureux que François Blos soit là pour discuter, pour argumenter. Deuxième étape, donc je vous redis le travail de la journée. On a fait une mise au point un peu généraliste, un peu transmission de savoir. Là, on avec la discussion du point de vue économique, ensuite du point de vue juridique, et ensuite du point de vue sociétal, civilisationnel. Donc là, on passe à la rubrique économique. Et on a la chance d'avoir Frédéric, qui est bizarre, qui est donc avec nous pour ce point-là. Alors, juste avant de commencer, pour poursuivre ce fil narratif, je vais vous parler 6-7 minutes. Alors, déjà, regarde un peu avec la cloche. Pour vous dire qu'on focalise sur l'individu, c'est d'ailleurs la controverse que j'ai avec François, et j'en ai pas participé. On focalise sur l'individu, alors que le problème, c'est la loi symbolique collective. Pour moi, il faut passer de l'individu au collectif. Deuxièmement, il y a un grand problème pour moi dans les médias. On focalise sur le court terme, de 3 ans, 5 ans, quelques termes, mais on oublie le long terme et le grand âge, par exemple, parce qu'il va augmenter. Donc je vais parler de ce problème de grand âge et de problème économique. Mon propos est un peu caricatural, c'est juste pour que Frédéric puisse me critiquer, dire que ça ne va pas. C'est un point de départ, c'est une proposition. On a en fait au XXe siècle fait de grands progrès en médecine et déporté toutes les complications aux âges extrêmes de la vie. Si bien qu'on a un grand âge et de la maladie chronique qui va crescendo. Et depuis 300 000 ans, l'humain existe. En réalité, il vivait 20 ou 30 ans. Et là, on a un truc incroyable, un très très grand âge. C'est un truc dont on ne mesure pas la démesure. C'est-à-dire que quand vous regardez les articles, en ce moment, ils vous disent que le taux de reproduction va s'effondrer d'ici 2050. C'est Dominique Bourg, qui est philosophe et spécialisé en sciences de l'environnement, de ces deux points. 1,6 de reproduction, donc 2 fois moins de jeunes. Par contre, 2030, il y aura 2,5 millions de personnes de plus de 85 ans, baby boom et mammy boom, et 2050, ça double.
5 millions de personnes de plus de 85 ans. On va avoir un très gros grand âge et beaucoup moins de jeunes. Et en réalité, moi je travaille par exemple en hémodialyse, il faut savoir sur des personnes qui sont exactement dans cette catégorie, une année de dialyse, ça coûte en traitement 80 000 € par an. Donc c'est une population extrêmement fragile, âgée, et la société pour l'instant donne de l'argent, mais en fait elle n'a qu'une envie, c'est de démissionner de sa mission humaine, parce que c'est un tel poids. Je ne sais pas si vous voyez, 80 000 €, une personne de 30 ans, elle gagne 30 000 € par an. Il faut il y a les enfants, il y a les études, il y a le logement, et elle donne 3 fois son salaire pour une personne. Donc c'est un vrai problème de philosophie morale. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a un vrai enjeu économique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans notre civilisation? En fait, il faut être, pour le dire très simplement, dans les valeurs de marché et les valeurs de la performance. Pour être valorisé socialement, il faut être dans les valeurs de marché, produire, consommer, et les valeurs de la performance, il faut être rapide, sportif, courir dans les bois, et si possible, pas dépressif. La vieille personne est une contre-valeur du marché, elle ne produit pas, elle ne consomme pas. Pendant un moment, elle essaye de rester dans le culte du jeunisme, elle essaie de faire remonter tout ce qui peut tomber pour rester dans la société, puis il arrive un jour où elle n'y arrive plus. Et donc la vieille personne, elle est dans les contre-valeurs du marché et les contre-valeurs de la performance. Elle est lente, elle n'est pas rapide. Voilà. Si bien que, c'est Simone Veil qui disait dans son livre sur la vieillesse, que notre civilisation maudit la vieillesse, elle maudit le grand âge. Et mon propos très caricatural, je vais trop vite, hein, il n'y a probablement pas de grands méchants derrière, mais il y a des paradigmes de pensée qui font que, eh bien, en réalité, la poussée euthanasique qui va crescendo suit aussi la poussée du grand âge. Ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Je ne dis pas que c'est une causalité. Il y a quelque chose de souterrain comme ça qui agit, qui ne dit pas son nom. On entendait Benoît parler des mutuelles qui s'y mettent parce qu'ils ont un enjeu économique. Et donc, voilà. Alors, Jean Leonetti, qu'on a rencontré quelques fois avec Foucault, Lucas Sainte-Anne, avec d'autres députés, etc., nous disait en fait le problème, c'est que 1999, première loi sur la fin de vie, on n'a pas les moyens pour former les médecins à cette loi, les médecins ne la connaissent pas. Si les médecins ne la connaissent pas, les citoyens ne peuvent pas la connaître. Et donc, comment on ne connaît pas cette loi? Alors, on passe à 2016 et maintenant à 2024. Je vous reprends les 5 stades. Abstention, antalgie, arrêt de traitement. On était au 3 en 2005. 2016, avec la station profonde, on passe à un 3 bis. Et 2024, on se dit, est-ce qu'on va au suicide assisté avec exception de l'euthanasie? Est-ce qu'on va au 4? Et là, on va parler avec François après. En fait, en 8 jours, François disait qu'on caricaturait les choses, moi je les caricature et tu pourras me foutre. En 8 jours, on ouvre énormément de critères, on passe au 4 et au 5, tranquillement, et on introduit un 5+, un proche peut le faire. Jamais vu au monde, il n'y a pas de sensibilité orale. Donc on est passé du 1, 2, 3 à 4 et peut-être 5, et bien non, à 4 et 5 plus le 5+. Donc le lien s'est passé un truc de dingue. Bon, pour moi, l'explication est qu'on ne fait pas assez de philosophie pour clarifier où est cette interdit de donner. C'est là le problème. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être que 1999, Leonetti nous dit, j'ai pas les moyens. 2005, on fait une grande loi, votée à l'unanimité, on n'a pas les moyens. 2016, il n'a pas les moyens. 2024, là, on nous promet d'avoir beaucoup de moyens sur les soins palliatifs. Donc en fait, les soins palliatifs, c'est 1,6 milliard par an. Je me trompe peut-être dans les chiffres, je ne sais pas si vous prêt, on parle d'économie. En réalité, Macron dit il n'y a pas de problème, on va développer les soins palliatifs, il y aura 1 milliard en 10 ans. Donc 1 milliard en 10 ans, ça fait une augmentation de 100 millions par an. Okay. Quand on regarde sur 10 ans, ça fait peut-être 6%. En réalité, 6%, il y a l'inflation. Deuxièmement, il y a le grand âge qui va augmenter de 14%. Donc c'est-à-dire en gros, il dit on va augmenter les moyens. En réalité, on diminue les moyens si on tient compte de cette épidémiologie. Parce que c'est des chiffres, hein, j'ai peut-être des trucs à peu près pas corrects. Mais l'idée c'est que on va créer une loi qui, si elle passe à 1 an, l'euthanasie c'est très simple, c'est une piqûre sans s'éterre, on aura les moyens. Par contre, qui nous dit qu'on va maintenir des lois qui vont maintenir les budgets? Et de toute façon, Jean Leonetti nous dit, ne vous inquiétez pas, même s'il trouve énorme budget, il n'y a pas les infirmières, il n'y a pas les médecins. Donc je reprends, ce que demandent les gens qui sont contre cette loi, c'est faites en sorte qu'on sache soulager, qu'on soit lutter contre l'acharnement thérapeutique et qu'on fasse bien le 1, 2, 3 et laisser l'interdit, vous donnez la mort, on n'en parle pas. Et trois autres éléments, il y a des départements qui ne sont pas dotés en soins palliatifs, d'autres tombés. Et en réalité, on a les sous, le grand âge augmente, et même si on met les sous,
il n'y a plus d'infirmières et plus de médecins. On est incapable de doter tous les territoires français avec les médecins qu'il y a et avec les infirmières. Donc vous voyez, il y a un grand problème de différentiel de temps. On annonce une loi qui n'est pas en contradiction avec les soins palliatifs, or, les deux vont poser problème. Et la question, je finis juste cette phrase-là, on est dans une situation donc, qui valorise le marché et la performance, pour le dire de façon simple. En fait, est-ce qu'on reste dans une civilisation de l'humanisme, de l'illusion de la toute-puissance, du culte de la performance, ou est-ce qu'on passe à un humanisme de la vulnérabilité, de la relation, de l'interdépendance? Ça posera la question de quel monde on veut. Dernière phrase, les médias focalisent sur l'individu ou le collectif, les médias focalisent sur le court terme, les 5 ans, ils oublient les 10 ans, 20 ans, 30 ans, et pour moi, pour vous, l'enjeu est l'enjeu de quel monde on veut pour les personnes, pour les solidarités entre les vulnérabilités. Voilà, je vous remercie et je te laisse la parole. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous, merci Bruno Farrugia de m'avoir invité. Alors, pour vous donner un petit peu de qui je suis et d'où je parle, parce que ça me paraît important, parce que vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'un économiste fait là? Moi-même, je le demande un peu, pour être franc. Donc moi, je suis Frédéric Bizard, je suis en fait macroéconomiste, j'enseigne la macroéconomie, mais il se trouve que j'ai passé une douzaine d'années aux États-Unis et j'ai travaillé fin des années 90. J'avais été appelé par l'équipe qui s'occupait de travailler sur le système de santé. J'avais trouvé que finalement cette approche-là économique de la santé et de la protection en général était plutôt quelque chose d'intéressant. Donc je me suis spécialisé dans ce secteur-là. J'enseigne aussi l'économie de la santé là-dessus. Mais on va dire que j'ai pas beaucoup de spécialités, sauf peut-être une, c'est d'essayer de bien comprendre et de pouvoir manier les modèles. Soit les modèles de retraite, de santé, de tout ça. J'ai créé un centre de recherche qui s'appelle l'Institut Santé pour la refonte du système de santé, puisqu'on sait tous qu'il est en déclin, mais que le mieux c'est d'essayer de proposer quand même des solutions solides avec un travail d'intelligence collective, de la transversalité, d'être transpartisan. Sur le plan, on va dire un peu idéologique, parce que ça compte, je l'ai dit là, on va dire que je suis plutôt un libéral qu'on appelle un peu progressiste. Puisque maintenant on a dépassé, c'est le dépassement politique, on va pas parler de droite-gauche, mais voilà. Donc autant dire que j'ai une tendance très favorable pour ces nouveaux droits. Le dernier livre s'appelle L'autonomie solidaire en santé. Donc tout ce qui donne de l'autonomie à l'individu me paraît plutôt aller dans le bon sens. Donc ma gêne aujourd'hui, c'est que je ne suis pas convaincu encore de cette loi, c'est que je suis contre ou je suis pour, mais je ne suis pas convaincu de cette loi. Et je comprends la question qui a été donnée, parce que ce que j'espérais avec toute cette expertise qu'il y a aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des convictions plus fortes, favorables. Quand je ne suis pas convaincu, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas une bonne idée. J'essaie de vous apporter trois thèmes. Un sur la notion des inégalités sociales de santé, qui est très importante dans cette loi-là. Le deuxième, c'est une approche en effet d'économie de la fin de vie. Puis la troisième, trois mots politiques, mais avec un grand P, évidemment, sur la vie de la cité, pas politique politicienne. Avant ça, juste pour finir la conclusion, l'introduction, pardon, il n'y a pas de... J'écoutais, c'est Benoît François, pardon. Parce que la notion d'éthique, elle est essentielle. Et par exemple, vive la PMA, mais la GPA, c'est pas possible pour moi. Parce qu'il n'y a pas de GPA éthique. Parce que la GPA, c'est la marchandisation du corps. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui vient nous parler là? Mais c'est que le problème, et là vous pouvez faire un parallèle, c'est que le problème du droit à mourir, de l'euthanasie, du suicide assisté, c'est qu'en fait, c'est un doigt dans l'engrenage que vous ne contrôlez plus. Je rappelle qu'en 24 heures, on est passé dans un critère d'éligibilité de phase terminale. Non, c'était quoi avant? C'était un pronostic vital engagé à court et moyen terme à phase terminale et avancée. Autant vous dire que vous en mettez là-dedans et c'était très bien. Et si vous regardez un petit peu, encore une fois, j'ai une démarche qui est plutôt socratique, c'est-à-dire que la seule chose que je sais, c'est que je n'y connais rien. Hein, comme disait Socrate, je ne connais rien à la mort. Je ne suis pas du tout expert et vous êtes tous plutôt. Par contre, capable un peu de réfléchir aux choses et apporter avec les modèles et un peu de connaissances économiques et de la santé une réflexion sur le sujet. Mais on voit bien que là, si vous regardez les modèles étrangers,
il n'y en a pas un, modèle Oregon, modèle canadien, modèle belge, modèle suisse, il n'y en a pas un où il n'y a pas les dérives qui augmentent. D'abord le nombre qui augmente considérablement et les dérives qui augmentent. L'exemple belge est un bon exemple. Donc ça c'est quand même relativement gênant, c'est qu'on met quand même un doigt, et on va voir que la France est particulièrement plus sujette aux dérives, je vais vous expliquer pourquoi, et par contre à une culture qui est quand même beaucoup moins favorable à aller dans ce sens-là, qui est notre modèle républicain, où on est quand même très attaché à notre triptyque républicain, qui va être quand même compliqué à respecter dans cette loi-là. Donc je ne crois pas qu'il y ait de suicide assisté éthique. Je ne crois pas, pour ces raisons-là. Et quand j'ai lu avec attention la déclaration, enfin l'avis du CCNE, j'ai pas été beaucoup plus convaincu. Et en effet, quand j'écoute l'intervention avec brio, je suis assez d'accord sur le vrai, je cherche l'argument convaincant. En effet, c'est pas évident de savoir, parce que alors, je suis comme vous, plein de doutes là-dessus, plein de réserves, plein d'humilité là-dessus, parce que ce sont des sujets. Il y a un moment où il faut essayer de se faire une conviction pour se dire est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller, tout simplement. Et bon, donc on voit bien que c'est pas ça. Alors le premier thème sur les inégalités sociales de santé, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut quand même savoir si on va tous être égal par rapport à cet accès à la mort, ou s'il va y avoir des inégalités par rapport à des gens qui vont être plus enclins à utiliser ce système-là que d'autres en fonction du niveau socio-économique. On est un pays qui a eu un système de soins absolument remarquable au XXe siècle, qui a fait qu'on était à peu près mis tous sur le pied d'égalité dans le domaine de l'accès aux soins. C'est de moins en moins vrai, mais ça a été quand même le cas et c'est quand même notre solide. En revanche, puisqu'il fallait démarrer par là, on a eu une approche essentiellement curative, on a relativement peu réduit les inégalités sociales de santé. L'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, vous avez une idée? 13 ans. En France, 13 ans. L'espérance de vie en bonne santé, qui est l'élément qui devient la variable essentielle dans les systèmes de santé, parce qu'il faut avoir des approches non plus curatives mais de santé globale, elle est entre un cadre et un ouvrier, elle est de 8 ans. L'écart d'espérance de vie en bonne santé. Donc on peut se dire qu'a priori, les 2,3 fois plus de chances d'avoir un cancer quand vous êtes dans un milieu défavorisé que dans un milieu aisé, en calendrier, vous pouvez comme ça tous les prendre. 45% des ouvriers fument contre 15% des cadres. Bon, il y a une vraie inégalité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de politique de prévention. Donc comme on est tous ignares en santé, mais en fonction de son évolution socio-économique, on atteint plus ou moins les capacités de rester en bonne santé. Et donc plus on est en milieu défavorisé, moins on a cette capacité à rester en bonne santé, et donc plus on a une santé qui se dégrade. Bon. Donc on peut penser qu'un ouvrier fera appel plus tôt et plus fréquemment à ce droit à mourir, comme on l'appelle, qu'une personne aisée. Si vous prenez... Alors, j'ai essayé de regarder, il y a assez peu, encore une fois je ne suis pas expert, mais j'ai essayé de regarder un peu dans la bibliographie ce qu'il y avait. J'ai trouvé une étude dans le Journal of Palliative Care de 2022, justement sur ce sujet, qui c'était à partir du Canada, et qui montrait que 56%, donc ils ont un peu de recul, hein, c'était 2003 ou 2004 c'est ça 2016, oui. C'est 2016-2021 l'étude d'ailleurs. Il montrait que 56% des personnes qui avaient eu recours au droit à mourir étaient de revenus faibles. Donc ça confirme bien, mais ce qui ne perturbe pas les Canadiens, ce qui ne perturbe pas l'esprit très libéral de ces pays-là, mais ce qui devrait nous perturber un petit peu plus, où on est quand même attaché à l'égalité des droits. Donc, ça c'est un point qui me paraît quand même, en tout cas moi qui me pose question, c'est que, alors, pour creuser un petit peu plus cet aspect-là, j'ai essayé de me renseigner un peu sur cette fameuse maladie de Charcot, qu'on connaît tous, qui est prise souvent comme exemple même sur la chute. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'association AVMD, ici, oui, non? Et été voir sur leur site, et j'ai vu que c'était cette maladie de Charcot qui était mise en avant, et il y avait des témoignages, essayer de montrer des gens qui étaient désespérés, qui disaient, voilà, moi j'attends cette loi avec impatience, et j'attends cette loi.
D'abord, je n'ai pas vu d'études, parce que ça aurait été sérieux, sur justement les cas des personnes qui demandent ce droit à mourir. Est-ce qu'il y a de tout? Est-ce que c'est représentatif de la population française? Ou est-ce que c'est justement majoritairement des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent mettre fin à leur jour, notamment pour des raisons économiques? Quand vous écoutez les grands spécialistes de cette maladie-là, en tout cas c'est ce que j'ai entendu et c'est ce qui m'a marqué. Peut-être qu'ils vous disent une chose, c'est qu'en fait quand on a le diagnostic de cette pathologie-là, la crainte principale, c'est pas la perte de la locomotion. La crainte principale, c'est la crainte de ne pas pouvoir communiquer avec son entourage, de ne plus pouvoir communiquer avec son entourage. Et comme vous le savez, il existe des dispositifs très coûteux, low-tech ou high-tech, qui permettent aujourd'hui de le faire. Mais évidemment, il faut être capable, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, 15 à 20 000 euros, je crois, sur les bon. Le deuxième critère dans la priorité des craintes, c'est la crainte de ne pas pouvoir financer, lorsqu'on est de plus en plus diminué, évidemment la prise en charge, et donc de peser sur son environnement. Vous voyez que ces deux critères-là, ils sont quand même étroitement liés à votre niveau socio-économique et à votre niveau de revenu. Donc, on voit bien que ça pose quand même un problème d'égalité des chances par rapport à un problème d'égalité par rapport à l'usage de ce nouveau droit, sachant que, comme disait Montaigne, chaque jour nous rapproche le plus de la mort, le dernier jour arrive, donc pas besoin de droit à mourir, on va tous dans cette direction-là. Donc, alors est-ce qu'on est plutôt vers une amélioration de ces inégalités sociales de santé? Ben non, je ne dirais pas qu'elles se creusent chaque jour, mais on ne va pas parler du système de... On va parler un peu d'ailleurs, du système de santé français, mais ce système de santé décline tout simplement parce qu'on ne l'a pas adapté à un environnement qui a radicalement changé. Dans cet environnement, ce qui a radicalement changé, c'est cette fameuse transition démographique qui fait qu'en effet, on est sur le vieillissement du vieillissement et que les plus de 75 ans aujourd'hui vont passer à peu près de 10% de la population à 16% dans les 20 ans, c'est-à-dire que ça va doubler en valeur absolue, 6 millions à 12 millions pour faire simple. Donc ce qui se passe là est absolument historique. Mais ça fait 30 ans qu'on le sait, hein. Parce que s'il y a une chose sur laquelle on est bien capable de se projeter avec une certaine certitude à plusieurs décennies, c'est bien la démographie. D'accord? Et on sait à peu près la population de 2050 comme elle sera, comme on le savait. Si vous regardez les prévisions qui avaient été faites en 1990 sur la population de 2030, je vous invite à le faire, vous allez voir comme quoi on ne s'est pas beaucoup trompé, évidemment dans différentes hypothèses, on ne s'est pas beaucoup. Donc tout ce qui nous arrive maintenant était parfaitement prévisible sur la chose. Mais on est dans une espèce d'impuissance politique à réformer ce système de santé pour justement compenser cet effet vieillissement. Comment on compense l'effet vieillissement? Il n'y a pas 36 façons de le faire. On le compense uniquement par passer d'une politique de soins à une politique de santé publique, avec une approche populationnelle, tout ce qu'on sait. Mais ça change tout en matière de gouvernance, de financement et d'organisation des acteurs. Donc c'est pour ça que c'est une réforme systémique que nous devons faire. Mais si vous entendez un responsable politique vous parler, faire la promotion de cette réforme, présentez-le-moi, parce que pour les connaître à peu près tous, on en est très loin. Ça veut dire que, sauf accident, notre système a quand même des chances de continuer à régresser et donc à générer de plus en plus d'inégalités sociales de santé, pour notamment la raison que le vieillissement ne cesse d'accroître. En 1980, il y avait 3 millions de gens avec une ou plusieurs affections de longue durée déclarées. Aujourd'hui, nous sommes à 13 millions et il y a 400 000 nouveaux arrivants dans ce pool de personnes ayant une ou plusieurs affections de longue durée déclarées. Les patients chroniques sont plus nombreux, mais en tout cas avec ces affections de longue durée déclarées. Et sachant que 80% de ceux qui décèdent ont des affections de longue durée, donc là je vous parle du flux net des décès, donc vous imaginez bien cette horde qui est supérieure à 1 million de personnes en fait qui ont des affections de longue durée, dont 350 000 des cancers, puisque nous avons un vieillissement qui est à 80% en mauvaise santé. Donc là, vous voyez que les prochaines années ne se prêtent pas véritablement à prioriser
ce droit à mourir, pour utiliser un euphémisme. En tout cas par rapport à ça. Donc, mais encore une fois, je réfléchis un peu tout haut, même si j'y ai réfléchi avant pour avoir une conviction, et je n'attends qu'une chose, c'est être convaincu que je me trompe et qu'il faut aller dans cette direction, parce qu'intellectuellement, ça me satisfait, encore une fois, donner une autonomie et une liberté de choix jusqu'à la mort est plutôt un concept qui me va plutôt bien. Mais pour les raisons, une partie des raisons que je viens de me dire là, clairement on met la charrue avant les bœufs. Hein? Peut-être que demain, on la connaîtra, j'espère, mais pas sûr, cette société, où il sera en effet temps, parce qu'on aura donné une égalité des chances à peu près à toute la population, même si c'est jamais parfait l'égalité, hein, de rester en bonne santé le plus longtemps possible, et donc d'être à égalité dans ce choix qui est de est-ce que je meurs d'une mort naturelle ou est-ce que je préfère mettre fin à mes jours d'une autre façon. On en est très très loin. Donc cette loi est, de mon point de vue, fondamentalement inégalitaire. Alors ça l'est dans les autres pays, encore une fois, mais ça ne leur pose pas de problème. Le système de santé en Angleterre, aux États-Unis, est fondamentalement inégalitaire, mais ce n'est pas un problème. Quand vous avez un esprit utilitariste, vous voyez l'utilité générale et pas l'utilité individuelle. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est le droit du citoyen autosuffisant. Et donc, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a des cultures différentes. Je pense que notre culture n'est pas du tout adaptée à ce type de loi aujourd'hui. Alors, un mot économique. Sur l'économie de la fin de vie, il y a très peu de recherches de fait là-dessus. Moi, j'en ai pas fait personnellement et j'ai regardé, il y a quasiment rien. Ce que l'on sait quand même, c'est que les dépenses de santé croissent avec l'âge, non pas parce que c'est l'âge qui génère plus de dépenses de santé, mais parce qu'il y a une morbidité qui augmente avec l'âge. Il y a deux facteurs. Il y a la morbidité qui augmente avec l'âge. On dépense à peu près 500 € moins de 25 ans, 1500 € à 50 ans, 2500 € à 60 ans, 4000 € à 70 ans et 6000 € après 80 ans. Et le deuxième facteur, c'est la proximité de la mort. La dernière année, on estime que les dépenses sont de l'ordre de 26 000 € par personne. 14 milliards, 14-15 milliards sur la dernière année. D'accord ? 26 000 €, donc pour une dépense moyenne qui est de 3 500 €, mais on est à 6 000, vous voyez, on est sur de 1 à 4 par rapport à une dépense de plus de 80 ans, 1 à 6, 1 à 1 à 7. Et dans ces 26 000 €, on considère que le dernier mois, c'est à peu près la moitié de cette valeur-là. Et on considère que les dépenses propres, liées à la fin de vie, c'est de l'ordre de 7 milliards d'euros, donc à peu près 7 500 € par personne. Si vous rajoutez à ça les économies que vous faites, les pensions, les aides sociales, etc., on est à peu près, c'est vraiment back of the envelope, hein, comme disent les Anglais. Ne prenez pas ces chiffres comme... Mais c'est à peu près une économie, entre guillemets, soins plus dépenses sociales, donc dépenses sociales de façon générale, autour de 10 000 €. Et d'ailleurs, je disais à un député il y a 2 jours, je disais, mais mettez ça dans la loi. Parce que la pétoche, c'est de parler économie sur le truc. Ils se sont dit, putain, c'est pour faire des économies. Mais non, mais bon, ça génère pas tant d'économies que ça. Mais ça génère un certain nombre d'économies. La difficulté sur le plan économique, c'est qu'on a un système de protection sociale, et en particulier un système de santé qui est déficitaire de façon structurelle. C'est-à-dire que la trajectoire est déficitaire à 3-5 ans. C'est pas grave d'être en déficit 1 année, 2 années sur le plan. La différence entre l'État et le système social, c'est que vous ne pouvez pas générer du déficit avec le système social, sauf à faire payer vos dépenses sociales par les générations qui viennent. Que l'État soit déficitaire avec de la dette, c'est pas grave si c'est de la bonne dette et si ça construit l'avenir. En matière sociale, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas croire, parce qu'on dit toujours... pas exagérer, c'est pas un déficit, c'est important. Mais là, on est vraiment sur des dépenses qui nous échappent pour les raisons que je vous ai évoquées. Il y a 2 raisons, il y a la retraite et la santé. Et la santé, c'est comme on n'a pas fait la bascule vers la santé globale, en fait, on a une demande de soins qui explose, avec, par chance, parce que tout ça, c'est de la chance, entre guillemets, le vieillissement et des innovations, qui fait que c'est de plus en plus coûteux à l'échelle unitaire de soigner les gens, mais on soigne mieux, donc tout ça fait exploser les dépenses, c'est pas très compliqué. Donc la seule solution, c'est de baisser la demande de soins, donc d'investir dans le capital humain. D'accord ?
Économie et éthique, ça ne va pas toujours ensemble, mais dans ce cas-là, ça le va si on a la bonne approche économique. L'approche économique de la santé, ça a longtemps été au XXe siècle, avec le fameux Kenneth Arrow, qui est un peu le père de l'économie de la santé, mais qui a une approche d'économie des soins médicaux. Si vous raisonnez économiquement en matière de soins médicaux, 26 000 € la dernière année pour des soins qui n'ont pas beaucoup d'efficacité technique sur le plan de la morbidité, de la mortalité, c'est pas vraiment un bon investissement. Donc là, si on est un peu cynique en tant qu'économiste, on voit que c'est pas. Mais si on raisonne comme, c'est ma façon de raisonner dans l'économie de la santé, c'est pas du tout le cas de tout le monde, en disant qu'en fait, l'économie de la santé, c'est une économie d'investissement dans le capital humain au même niveau que l'économie de l'éducation, les dépenses de l'éducation, c'est-à-dire que vous renforcez le capital humain, mais là, ça devient positif parce que, en fait, la valeur qui est reconnue dans cette dernière année, c'est la valeur que vous êtes prêt à payer pour rester en vie. Et cette valeur que vous êtes prêt à payer pour rester en vie, elle est souvent très importante, et souvent bien plus importante que ces 26 000 €. Donc en fait, là, vous réconciliez un petit peu l'économie. Donc vous voyez, tout dépend. Comment est-ce que vous voyez aussi cette notion de dépense en santé? Je ne vais pas vous faire pour l'économie de la santé, mais la grande différence entre l'économie de la santé du XXIe siècle et du XXe siècle, c'est que c'est considéré comme un investissement, les dépenses de santé. Je rappelle que la santé, c'est un facteur de production. Vous voyez, donc ça, c'est la même chose. Donc à partir du moment où c'est considéré comme un investissement, ben, vous considérez qu'il faut vraiment, avant tout, augmenter l'espérance de vie sans incapacité en bonne santé. Il faut aussi évidemment soigner, mais l'enjeu principal, c'est le premier. C'est plus le second. Si le second doit être... Bon. Donc vous voyez, tout ça, c'est une mini-révolution, hein, parce que c'est pas très compliqué dans un pays qui est aussi riche que le nôtre, avec une ressource humaine médicale parmi les meilleures au monde, avec une French Tech qui est parmi les meilleures au monde, et avec un système qui s'effondre. Et le gâchis, quand même. Bon. Donc, autant vous dire que je trouve que cette loi-là arrive quand même dans un contexte particulièrement inadéquat. Une fois, peut-être qu'il y aura un contexte demain, et le contexte, il me paraît important. Pour finir, un mot sur le contexte, il me paraît tellement important que l'instrumentalisation de la loi de façon politique me paraît véritablement regrettable, puisqu'on a bien compris qu'il fallait une loi, il fallait du sociétal pour sauver un quinquennat ou pour sauver quelque chose, et le mettre avant les élections européennes, ce qui bouscule l'agenda. Ça a été dit tout à l'heure, vous l'avez dit, et je partage, parce que je trouve que, pour d'autres raisons, mais je suis pas mal à l'Assemblée nationale, en effet, on n'est pas grisé par les débats. Mais ils sont quand même intéressants. Et les premiers débats montrent la fragilité de la loi. La principale fragilité de la loi, c'est évidemment cette notion de soins palliatifs. Il y a quand même un problème, c'est pas propre à ce domaine-là, mais la loi Leonetti-Claes précédente n'est pas applicable. N'est pas applicable parce qu'on n'a pas l'offre de soins palliatifs suffisante. Peut-être qu'il eût fallu se donner les moyens de développer ces soins palliatifs. 7 500 € par personne, ça coûte à peu près 1,6 milliard, c'est tout à fait ça. On arrondit à 200 000, je soupçonne que c'est bien moins, mais en tout cas les chiffres donnent qu'il y a 200 000 personnes qui ont accès aux soins palliatifs, qui fait 1,6 milliard divisé par 200 000, vous êtes à peu près à 7 500 €. Et que les prévisions, donc on veut atteindre 80% des, entre guillemets, des personnes qui seraient éligibles, à peu près 400 000 personnes qui seraient, donc il faut qu'on arrive à 380 000. C'est comme ça, vous faites une règle de 3, c'est comme ça qu'ils ont calculé le milliard. C'est plutôt 1,5 milliard, hein, donc ils sont dans la tranche basse. Mais évidemment, comme toutes les promesses politiques, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Rien, il n'y a aucun engagement autre dans cette chose. Donc, comme les parlementaires ne sont pas plus bêtes que le reste de la population, ils se disent ça ne va pas le faire. On ne peut pas voter une loi sans garantir qu'il y ait bien au moins le développement des soins palliatifs. Et évidemment, quand on voit le déficit de la Sécu, quand on voit tout ce qu'il y a d'autre à financer, et qu'en fait il va falloir faire des économies sur la santé, parce qu'on ne va pas le faire sur l'éducation, on ne va pas le faire sur l'écologie, on ne va pas le faire sur la défense, on ne va pas le faire. Donc on sait bien que la santé est quand même vue comme étant le poste sur lequel on va faire des économies. Faire 20 milliards de plus l'année prochaine d'économies. Bon. Donc autant vous dire que cette promesse d'engagement
budgétaire, elle est assez peu crédible. Mais ce n'est pas ça le problème. Et ça a été dit, je crois, avant moi, par quelqu'un. La non-crédibilité, c'est que c'est pas, on parle toujours des lits à l'hôpital, c'est pas ça. Les lits, tout ça, il n'y a rien de plus simple que de rien. Le problème, c'est la ressource humaine. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'on est incapable, enfin, vous êtes tous, plupart hospitaliers ou autres, vous voyez bien l'état dans lequel est la ressource humaine, et plus simplement hospitalière, c'est généralisé. Tu parles du grand âge, donc en effet, il y a un problème. Enfin, la maltraitance de ce grand âge, ça fait des années avec lesquelles on aborde ça, montre quand même, on est tous choqués par ça, mais ça fait quand même écho. En effet, je ne sais pas si c'est uniquement parce que ce n'est pas une valeur marchande suffisante, mais il y a un problème culturel avec la personne âgée, qui est, de mon point de vue, un autre obstacle par rapport à voter une loi aujourd'hui. Comme ça, je ne dis pas qu'on va être capable demain de remettre sur pied tout ce système médico-social, mais enfin, on est capable de faire mieux. Hein. De toute façon, on part de tellement bas que... bon, mais il faut peut-être s'intéresser à ça, financer d'abord ça, et trouver les moyens de réorganiser tout ça. Là, on pourra peut-être parler de voir. Mais dans l'état actuel des choses, et je reviens sur l'inégalité sociale, il est évident que quand on est maltraité dans une EHPAD qui sont quand même devenus des mouroirs, là, on parlait tout à l'heure que des médecins finissent par proposer le droit à mourir, mais on voit bien comment tout ça va. Donc voilà, donc, je trouve que quand on met tout ça un petit peu dans la balance, et quand on essaye d'être quand même favorable à des nouveaux droits, et encore une fois, personnellement, de se dire que cette autonomie, hein, on meurt comme on vit, laisser cette autonomie jusqu'à la fin de chaque individu est une belle idée, mais véritablement, le contexte est absolument pas adéquat aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai pas de barrière par rapport à ça, et je suis très respectueux par ceux qui en ont intellectuellement. Mais même pour quelqu'un qui n'a pas ces barrières-là, soit religieuses, soit politiques, je n'arrive pas à être convaincu de la pertinence d'aller dans cette direction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oula. On va discuter avec ça. Pourquoi il marche pas celui-là? Il marche. Merci beaucoup pour cette table d'intervention, parce que le point économique, tout le monde le pressent, personne n'en parle vraiment, et on se doute bien qu'à court terme ça va, mais à long terme ça va bien, donc c'est une fabuleuse intervention, et puis qui est surtout très centrale dans le débat. Elle n'est pas mise en avant beaucoup, mais elle est très centrale, pas tout de suite, mais dans 20 ans. Donc est-ce qu'il y a des réactions? On n'est pas proposé que des questions, de là aussi pour s'exprimer, dire ce qu'on pense, des réactions, des commentaires, et c'est un débat, et on favorise les arguments contra, pro, de façon très très libre. Alors, je donne la parole à... donc, François, à la fin de la séquence, on te laisse 3-4 minutes pour récapituler comme tu le penses, puisque... Alors, je donne dans l'ordre des personnes qui n'ont pas encore intervenu. Donc, professeur de médecine à Toulouse, si je me souviens, et spécialité médicale. Bonjour, en fait c'est juste un commentaire et une interrogation. Je suis présidente d'un comité de protection des personnes qui évalue les essais cliniques. Donc ça n'a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, on est d'accord. Mais vous qui êtes un économiste de la santé, moi je suis très très surprise de l'ensemble des protocoles que nous évaluons. Et surtout, je me suis intéressée à ce que devenaient tous ces protocoles. Donc énormément de molécules ont une autorisation temporaire de mise sur le marché, donc la loi a changé récemment, je n'utilise pas le bon terme, je prie de m'en excuser. Donc, mais quand on regarde les efficacités de ces nouveaux médicaments, ils permettent une augmentation de la durée de vie, notamment en cancérologie, de 1 mois, 2 mois. C'est sûr, quand on y est 2 mois de plus, c'est vraiment fantastique. Mais par rapport au coût de ces nouveaux médicaments et aux bénéfices réels, je me pose des questions. Alors pourquoi on s'engage, pourquoi on accepte tous ces surcoûts? Pourquoi on fait des traitements qui valent 350 000 €? Et au final, on ne peut même pas injecter parce qu'il y a 1 mois de délai, je pense au Carticel. Donc il y a 1 mois de délai entre le moment où on récupère les cellules, le moment où on les traite, enfin on les modifie génétiquement et le moment où on les injecte, il se passe 1 mois. Et très souvent, on fait le bon de commande de 350 000 € et la personne elle va mourir dans les délais, donc on a perdu cet argent. Donc comment on accepte ces dérives-là alors qu'on va 26 000 €, enfin,
la proportion, c'est juste un commentaire, une interrogation, comment on accepte ce développement de la recherche biomédicale et l'augmentation du nombre de médicaments, de biothérapies de moment. Je ne suis pas du tout contre la recherche, bien évidemment, je suis très contente. Et alors qu'on va pinailler pour la fin de vie. Je ne vais pas aller sur tous les mécanismes de fixation des prix pour expliquer. On n'a pas trouvé le meilleur système que le marché pour développer l'innovation, donc beaucoup sont pour. Mais par contre, votre point est un point extrêmement important et qui est en rapport direct avec la discussion qu'on a aujourd'hui. C'est que si vous regardez les pays qui ont été les premiers à autoriser le droit à mourir, c'est en général les pays qui ont un financement plus privé que public. Hein, États-Unis, Suisse, Belgique, Canada, Hollande, pardon, ou qui ont un reste à charge plutôt plus élevé. Si on continue sur cette tendance-là, et ça commence déjà à être discuté, notre bouclier sanitaire financier qui est la sécurité sociale, qui permet d'être remboursé à 100% dès que vous avez un risque financier important et lorsque vous avez une affection de longue durée, dont les cancers, tout ça, on voit bien qu'on est en train de l'écorner, que si on pouvait, la durée de vie, si on ne réforme pas, tout ça risque de tomber. Donc en effet, une des raisons, j'ai lu que c'était à peu près 10%, qui fait que les gens se décident parce qu'ils ne veulent pas supporter les dépenses financières de traitement qui sont importantes quand ils ont un reste à charge important. C'est une des décisions, je ne sais plus si c'est dans l'Oregon, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin, c'est de l'ordre de 10%. Évidemment, ça rentre en ligne de compte. Donc si on se projette à 20 ans, où il va y avoir une participation financière de plus en plus importante, y compris pour les pathologies graves des votes, on voit bien que tout ça risque de rentrer en ligne de compte. Le scandale, c'est pas tellement, même s'il y a des scandales dans certains pays, c'est plutôt les MeToo qui sont survalorisés et tout, mais la recherche médicale, vous savez comme moi, elle est très souvent incrémentale. Hein, vous n'avez pas toujours des recherches disruptives. Donc vous êtes bien obligé quand même de valoriser, en particulier ce bon. Mais en revanche, c'est que la non-réforme du système va rendre le système non soutenable, notamment parce que, en effet, d'autant plus quand on est malade, on se réjouit tous de cette innovation thérapeutique extrêmement dynamique, mais on sait très bien que si on n'a pas de politique de prévention qui ralentit ce flux, ces incidences de nouvelles pathologies chroniques, nous serons incapables de financer ça de façon collective et solidaire. Donc ça va poser le problème de est-ce que je me lance dans des dépenses qui vont peut-être être soutenues par mes conjoints alors que j'ai une espérance de vie qui est limitée, évidemment. Et que c'est une des solutions. Vous voyez, on peut, sans esprit complotiste, on peut se dire que c'est un risque. Merci beaucoup. D'autres réactions? Oui, on a une première prise de parole ici, avec un monsieur qui vient de Suisse, là, on a vu passer la parole. Oui, bonjour, Jean Cossaki, je suis cancérologue ORL, je suis là. Ah, pardon. Oui, hier après-midi à l'Assemblée nationale, il y a eu un amendement qui a été voté du RN jusqu'à la France Insoumise, pas très fréquent, qui interdisait que le système privé à but financier soit donc impliqué dans les maisons dites maintenant de soins palliatifs et d'accompagnement, et au grand dépit du rapporteur qui a dit que si on refusait que le système privé à but lucratif soit impliqué dans ces maisons, eh bien, on se retrouvait dans une impossibilité qu'elles existent. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que vous développez, c'est la réalité des choses, c'est que les soins palliatifs sont actuellement impossibles à appliquer à la totalité de ceux qui en ont besoin. Deuxième chose, et je m'arrêterai, c'est en réalité, dès maintenant, je suis frappé par le désinvestissement, on dit, nous tous qui sommes impliqués actuellement, très au taquet sur tous les aspects de cette loi. Bon, voilà, nous, on sait qu'on va défendre un certain nombre de choses, mais très vite, on voit bien qu'en quelques courtes générations, tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des personnes âgées notamment, vont être saisis par un désinvestissement, comme ça déjà dans les pays autour de nous, et qui fait que, quelle que soit la loi, il y aura ce désinvestissement moral, je dirais, professionnel, vis-à-vis des gens à partir d'un certain âge. Je parlais
comorbidité qui concerne 80% des personnes atteintes par le grand âge, et c'est évident que ce désinvestissement, de facto, aboutira à une accélération de l'abandon, de la perte de solidarité de ces populations. On voit que là, c'est quand même pour se donner bonne conscience. Encore une fois, on voit bien que par rapport à la fragilité de cette loi-là, les parlementaires essaient de mettre quelques briques qui sont censées rassurer on aura bien assez de lits palliatifs, ou alors ça ne va pas être le grand capital financier. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose d'être dans une structure privée, à partir du moment où les règles sont les mêmes, une structure privée qu'une structure publique, mais encore une fois, ça peut rassurer. Mais dans cet esprit-là, ce qui eût été intelligent, c'est peut-être de revoir le mode de financement des soins palliatifs, parce que mettre quand même de la T2A dans le soin palliatif, T2A qui est fait pour en fait comparer les établissements et faire en sorte que ce sont les établissements les plus productifs qui restent en place pour le faire, il fallait y penser, et je rappelle que les soins palliatifs sont toujours c'est-à-dire que vous avez plutôt intérêt à raccourcir les délais pour optimiser les dépenses. Enfin, c'est absolument... c'est un non-sens économique, c'est la chose. Donc si on voulait travailler sur les choses, je pense qu'on pourrait. Oui. Voilà, on va prendre une réaction encore, ou peut-être deux choses. Donc d'abord, Véronique Levet-Desnoët, donc je présente des personnes qui travaillent sur ces sujets. Elle est donc psychiatre, gériatre, docteur médical et spécialisée dans ces domaines. Elle anime un séminaire de réflexion bioéthique depuis des années. Donc Véronique, à toi la parole. Merci beaucoup, merci Monsieur Brizard. Je n'ai pas merci à ma collègue psychiatre qui est partie, parce que je suis psychiatre de la personne âgée depuis plus de 40 ans dans un grand hôpital de l'assistance publique de Lille, où je suis la seule psychiatre depuis 40 ans, et je ne suis pas déprimée. Mais c'était Lille avant la Covid. Aujourd'hui, nous avons 600 lits. Les personnels sont partis. On ne se pose pas la question. Vous parliez, madame, des CCPAB pour les lignes de chimiothérapie. Eh bien, dans mon comédine, dans mon hôpital, ils ont décidé qu'on n'aurait pas de ligne d'oncogériatrie, ça coûte trop cher. On ne va pas prolonger les dialyses des personnes qui arrivent. Les personnes dont je prends soin au quotidien sont très âgées, 85 ans, sont des femmes, polypathologiques, 6 pathologies en plus de leur démence et sont dépressives, 1 sur 2. Mon quotidien, c'est la prévention du risque suicidaire. J'ai 5 tentatives de suicide par jour. Et je faisais une conférence en Belgique en racontant mon quotidien. Un vieux monsieur, 92 ans, fait 3 tentatives de suicide en 24 heures. Défenestration de chez lui sur l'auxiliaire de vie le retient par le code. Appelle les pompiers, il va dans le grand SAU, il se met un sac poubelle sur la tête et on me l'envoie. Je n'ai pas d'unité de soins palliatifs, je fais de la psychiatrie liaison. Et je le trouve avec le cordon national autour du cou. Évidemment, je prends du temps pour faire une alliance thérapeutique avec lui. Et au bout d'1 mois, il repart chez sa fille, il était très isolé, il ne voyait plus, il avait une DMLA polypathologique et il n'avait plus envie de se tuer. Donc cette temporalité-là n'est absolument pas prise en compte et c'est important de le dire. Donc en Belgique, on raconte ça. Et un jeune dans la salle dit « Mais moi, je suis très choquée, ce que vous avez raconté là du vieux monsieur. Pourquoi vous ne l'avez pas poussé puisqu'il voulait mourir hein? Pourquoi je ne l'ai pas poussé puisqu'il voulait mourir ?» Et donc, quand on voit en France le président de la MGEN, M. Savinien, dire la demande est déjà là, puisqu'il y a 3000, on déplore, moi je déplore, 3000 décès par suicide des personnes âgées, et bien allons-y, il n'y a aucun problème. Donc on est une société agiste, utilitariste, nous ne déployons rien pour les personnes les plus vulnérables, et c'est ce qui nous met en colère, parce que nous n'avons absolument pas été conviés à la table des négociations, pas du tout conviés à être auditionnés. Daniel Auguet a tout à fait raison de le dire, les psychiatres ont été exclus d'emblée parce que les psychiatres sont les pires irritatifs de ce sujet de société. On va enchaîner par la deuxième réaction et après on laissera la parole. Frédéric. Vous vous présentez? Je me présente en français. Moi, je viens de la Suisse, c'est un peu vitesse. Et moi, je suis aussi psychiatre âgé comme vous et je suis très heureux de pouvoir participer à cette conférence. Et je suis très heureux que le lien
entre l'économisation et le problème de, chez nous, le suicide assisté ou l'euthanasie est fait parce que je crois aussi c'est un loin. On dit toujours, chez nous, on dit toujours non, les gens, ils décident parce qu'ils sont autonomes. Je veux dire un mot sur l'autonomie. On oublie toujours, moi je suis psychiatre, on oublie toujours que nous, comme hommes, nous sommes que des êtres rationnels. On a les émotions, et quelquefois on a des émotions qui ne sont pas très conscientes. Les patients que j'ai eus dans les, on dit en France comme EHPAD, maison de retraite, qui voulaient faire suicide assisté. Et en Suisse, on a vraiment une vraie épidémie chez les gens âgés, dans les déserts, une épidémie de suicide assisté. Et c'est, beaucoup de gens disent, je ne veux pas être en charge. Ou ils disent, non, c'est autonome, mais si on parle avec eux et si on les accompagne, on voit qu'ils ne veulent pas être en charge. Ils pensent que se laisser aider, c'est une charge. Et si on les accompagne, on peut les aider à continuer, trouver une voie dans la vie. C'est la première chose. La deuxième chose, ce que vous avez dit sur la situation en France, ça m'a choqué vraiment. Et dans une telle situation, une loi pour l'euthanasie ou pour le suicide assisté, ça veut dire qu'on ouvre la porte, qu'on pousse les gens en détresse dans cette situation. Et troisième, ce qui m'est très important, c'est nous avons aussi en Suisse beaucoup d'argent pour la guerre. Pardon. On dit toujours, on n'a pas la guerre, on n'a pas assez de moyens et assez d'argent pour le système santé, mais pour la guerre, on l'a. Monsieur Macron veut aller dans la Russie avec les soldats. Pour ça, on a de l'argent. Mais pour les gens en détresse, qui sont peut-être inutiles, on n'a plus de l'argent. Je crois que c'est unerträglich en allemand. Unerträglich, insupportable. Pardon. Alors, je vous passe la parole. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du sondage de Research Co au Canada. Donc, c'est un sondage d'opinion qui fait, voilà, un coup, il demande est-ce que vous êtes pour la mini-jupe, un autre coup, il demande dans quel pays européen vous rêveriez de vivre. Et là, ils ont osé poser cette question. C'est quand même déjà un signe d'évolution comme ça des mœurs sociétales. Seriez-vous, et donc c'est disponible sur le site de Research Co, seriez-vous d'accord pour accorder l'euthanasie aux personnes qui le réclament parce qu'elles souffrent de précarité sociale ou de pauvreté? 28% des Canadiens répondent oui. Alors, si vous voulez, ce sont des agents moraux, hein, ce ne sont pas ils sont comme nous, hein, ce sont des bonnes gens. Hein, mais seulement, ils ont métamorphosé au fil des années leur repérage et leur mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, on crée, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée un univers, ça crée... alors, vous disiez, effectivement, les Canadiens, les Américains, nord-américains sont avec d'autres valeurs en termes de liberté, d'utilitarisme, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les personnes, plutôt que d'évacuer la précarité, on évacue les précaires. Donc, et on ne se pose pas la question. Donc, je crois que c'est quand même une vraie question sociétale de quelle société nous voulons en définitive. Je vous laisse répondre. Non, juste une dernière personne. Donc, Roland Bourrique a vérité absolue. Je présente pour Frédéric Bizard. Donc, Roland tient la liste et puis beaucoup réfléchi, beaucoup publié sur les systèmes économiques, sur la société, sur l'utilitarisme, avec une réflexion aussi sur la normalisation du monde, la mise en norme du monde. Une réaction très rapidement, pour faire un lien avec ce que vient de dire Farouja, finalement, à condition médicale égale, s'il y a une inégalité sociale dans la demande aussi d'aller mourir, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de traiter singulièrement la personne qui demande,
il s'agit de traiter quasiment un problème social, c'est-à-dire un problème de misère existentielle, de solitude. C'est pas un problème. Bon, et je voulais juste appuyer sur ce point, parce que vous avez parlé des inégalités sociales, elles risquent de se réfracter dans cette demande sociale, justement, d'élaborer d'euthanasie, etc. Bon, bref. L'autre point, j'ai souvent parlé avec Bernard Valéry d'économie, qui n'a pas tout à fait, comme vous en doutez, le même point de vue que vous. Je suis très gêné que les sujets humains soient réduits à des segments de population statistique. C'est pour moi un problème majeur. Et je voudrais être très concret. Il y a déjà quelques années, quand nous avons publié un bouquin d'Emmanuel Volgo sur les exilés atlantiques, nous avions donné l'exemple de cette réponse d'une compagnie d'assurance de l'Oregon à la demande de patientes cancéreuses qui avaient demandé la prise en charge de leur chimiothérapie. À quoi il était répondu que, compte tenu des chances statistiques d'obtenir des effets thérapeutiques de ces chimiothérapies, c'était refusé, mais en lieu et place, on leur proposait un suicide médicalement assisté. Je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je me permets d'intervenir à la demande un peu de Bruno, parce que bon, j'étais très sage jusqu'à maintenant. Mais je suis très gêné par une gestion algorithmique des populations qui fait l'impasse, si vous voulez, sur le sujet humain dans ces différentes dimensions. C'est ça pour moi le problème majeur. Vous voyez. Alors, il y a des chiffres, bien sûr, mais comme le disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Sur la question de la psychiatrie, si vous regardez, désolé, je vais vous donner quelques chiffres, mais si vous regardez depuis 10 ans, vous avez une hausse de 15% de la dépense de psychiatrie, et en 10 ans, en fait, la prévalence, si vous prenez l'ensemble des troubles psychiatriques, a doublé. Donc c'est pas très étonnant que la psychiatrie, qui est le parent pauvre d'un système qui s'est beaucoup paupérisé, soit dans un état catastrophique. Et évidemment, pour le sujet qu'on aborde, c'est quand même un problème majeur. Et je ne suis pas tellement surpris aussi que les parlementaires ne veuillent pas trop creuser dans cet aspect-là, qui est quand même pas très favorable sur le point de monsieur, je pense aussi que moi, ce qui me gêne dans ce débat parlementaire, c'est qu'il n'y a pas un seul mot sur ce renforcement de le système de protection sociale, dont le système de santé. S'il n'y a pas que la question des soins palliatifs, le problème, c'est que plus notre protection sociale sera affaiblie, plus on peut penser que ces dérives et que cette loi sera antisociale. Donc on sait qu'on est déjà sur un toboggan du fait d'une inadaptation de notre modèle par rapport à son environnement, qui a été formidable, mais sauf qu'il n'est plus adapté à son environnement. Donc ça, c'est une gêne quand même assez importante, c'est que ça n'a l'air d'intéresser personne de remettre sur pied notre système de santé, notre système de protection sociale. Mais quand on propose un droit à mourir, ça paraîtrait essentiel, et il n'y a pas que les soins palliatifs dans la chose. Donc je pense en effet qu'on va vers quelque chose encore plus inégalitaire. Quant à cet aspect-là, oui, bah ça, la dérive de se débarrasser des plus précaires, elle fait partie d'une partie de cette population favorable, se dit qu'il y a un phénomène un peu malthusien qui peut, c'est une façon un petit peu de sélectionner les choses. Je sais que quelques personnes peuvent penser comme ça. Voilà, je vous remercie, je peux y aller. Merci beaucoup. Juste une dernière intervention pour, droit à la défense. Droit à la défense, et puis ensuite je dis un petit mot aussi. Oui, non, c'est pas une intervention pour la défense, parce que je partage vraiment beaucoup de choses que vous avez dites. Et je suis également très choqué par l'implication des mutuelles dans ce combat et l'association avec la DMD. Je voulais redire un mot sur le titre 1 de la loi, et notamment toute la première partie issue de la stratégie décennale sur les soins palliatifs et la fin de vie. Tout le monde semble la parer de toutes les vertus, à part peut-être justement en disant qu'il n'y a pas assez de moyens, etc. Mais il y a surtout un gros impensé dans cette, et ça rejoint un peu ce que disait Madame tout à l'heure sur les essais cliniques, un gros impensé par rapport à la lutte contre l'obstination déraisonnable. Et là-dessus, alors qu'on est de plus en plus doté du nouveau robot, de la pilule rose qui fait mieux que la pilule verte, etc., mais tout ça à 150 000 € le traitement ou l'année, avec une efficacité probablement très
limitée, avec une malfaisance probablement très très importante, une toxicité parce que c'est la 9e ligne de chimiothérapie, que déjà la 8e, la 7e n'ont pas marché. Et donc là-dessus, tant qu'on ne sait pas, j'ai l'impression que c'est une imposition de remèdes sans avoir analysé les causes. Et ça, effectivement, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à examiner le titre 2 sur l'aide active à mourir, mais à condition d'avoir fait un titre 1 cohérent. Et je trouve que ce titre 1, il manque d'un certain nombre de choses et qu'il y a vraiment des gros impensés. Vous avez beaucoup insisté sur le grand âge. Normalement, alors peut-être que je suis naïf, c'est moi qui ai insisté. Le grand âge et les polypathologies ne sont pas incluses dans le projet de loi, ni initial, ni tel qu'il a été proposé. Pardon ? Bon. L'insuffisance rénale terminale dans le domaine rentre dans les critères. On peut mourir 20 ans avant de mourir facilement. Bon, si ça vous fait plaisir de penser ça... Non, ça fait plaisir. Une personne qui est en stade, qui a une maladie grave et incurable en stade avancé ou terminal, une insuffisance rénale, un jeune de 20 ans, coche tous les critères. Il pourrait vivre en dialyse ou en grève 20 ans, c'est pas que ça fait plaisir, c'est qu'on a élargi de façon dingue les indications, y compris pour la maladie chronique avancée. Là, on est en train de parler de quelque chose qui change tous les jours et d'amendements... Non, je parle technique, ça me fait plaisir de le penser. Enfin, ça me fait plaisir, c'est que réellement, le critère a élargi. Oui, mais le critère, c'est un amendement qui va être revu par le gouvernement qui souhaite remettre le moyen terme. Donc, pour l'instant, on ne sait pas du tout où on en est. On ne sait pas du tout où on en est, donc c'est très difficile de s'aventurer sur ce qui a été dit ou va être dit, alors qu'on est quand même en plein milieu du gué, quoi. Enfin, même pas, au tout début. Bon. Vous avez parlé de la vulnérabilité comme étant un critère, la pauvreté, etc. Sans doute, j'entends ça tout à fait. En même temps, j'ai entendu aussi exactement l'inverse par Isabelle Marin, par exemple, quand elle est intervenue le jour même de la sortie de l'avis 139 du CCNE, disant « Mais c'est un problème, moi je travaille dans le 93, c'est un problème de nantis, c'est un problème de gens qui veulent être contrôlés dans la maîtrise, dans la gestion, etc., dans le contrôle de leur vie. Et nous, avec les populations précaires, on n'a pas du tout affaire à ce genre de demande. » Première chose. La deuxième chose, c'est... si on analyse les chiffres, il faut les analyser tous. Et le rapport de l'Oregon, par exemple, alors qu'effectivement il y a eu tout un travail publié par Fondapol qui vraiment dit c'est les précaires, c'est ceux qui n'ont plus d'assurance privée, etc. Ça peut être démonté en disant que, alors premièrement, les motifs de demande sont, alors j'ai repris les chiffres sur le dernier ou l'avant-dernier rapport, la perte d'autonomie 93%, l'impossibilité de participer à ce qui nous faisait plaisir dans la vie 92%, le sentiment de perte de dignité 68%, et seulement après, certes de façon importante, mais seulement après, en quatrième lieu, le poids pour les proches. Donc, c'est ça, première chose. Deuxièmement, quand on regarde qui demande l'aide active à mourir en Oregon, c'est les personnes prédominamment CSP+, blanches, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas ceux qui n'ont plus d'assurance privée comparé à des populations du même âge qui, elles, en auraient toutes. C'est exactement la même chose que les populations du même âge qui n'ont plus que, ayant fini de travailler, les assurances publiques, mais pas les assurances privées. Autant que j'ai pu comprendre de l'analyse qui en a été faite. Peut-être je me trompe, je ne suis pas spécialiste d'économie, mais je pense que quand on regarde... attention peut-être à l'hyperfantasme de « on va touiller les vieux, on va virer les pauvres », c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, qu'il faille mettre le débat sur l'échelle de la philosophie collective, de la politique philosophique, etc. Ça, vraiment, j'adhère. Après, je pense qu'il faut éviter les pensées courtes sur les données qui nous arrangent. Hein. On cite les philosophes qu'on veut bien et on cite les stats qui nous arrangent toujours. Est-ce que là, il ne faut pas examiner tout à charge et à décharge avec le même niveau de rigueur? Merci beaucoup. Par rapport aux sélections, le suicide assisté dérive beaucoup moins que l'euthanasie. Donc là, il a fait un biais de sélection avec l'Oregon qui dérive beaucoup moins. Par contre, si tu faisais les mêmes analyses sur Canada, Pays-Bas, tu aurais des propos qui retomberaient sur ce que dit Frédéric. Tu peux répondre. Sachant que la loi actuelle, pour l'instant,
l'instant, sauf... Non, je te parle de ton biais de sélection sur l'Oregon, sans tenir compte des autres. Mais le projet de loi français parle principalement de suicide assisté et quasiment pas d'euthanasie. Pas du tout, c'est un complètement explosé. On reviendra après. Non, pas du tout. Ça est éclaté directement. Donc là, moi, je vais faire un commentaire, on va passer à la séquence suivante. Bon, je vais faire d'abord un grand merci pour ce point de vue économique qui est fondamental. Vous vous rendez compte que le grand âge, 2012, aucun président n'en a parlé, 2017, aucun président n'en a parlé, 2022, personne n'en a parlé. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que l'humanité qui vit depuis 300 000 ans n'a jamais connu un truc pareil. On est en train de créer un grand âge sous machine, sous écran, sur tout comme ça, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et la question n'est pas posée de façon argumentée, et effectivement, on a la réponse courte. Après, je voudrais juste parler de la perversité des mots, parce que moi, avec Farozan, on est là pour défendre le plan, très clairement le plan. Et bien, pour dire, grand enculage, selon moi, la question, c'est où se situe la limite entre 1 et 5. Deuxièmement, on focalise sur l'individu, on oublie le long terme. Ensuite, Macron, dans l'article, Macron dit que c'est une nouvelle loi à la française, une loi solidarité. Et là, c'est un scandale des mots, c'est le meurtre des mots. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, cette loi, c'est une loi de l'individu contre le collectif. C'est une loi de l'individu contre la solidarité. C'est pas du tout une loi de solidarité, puisque si on cherche à être solidaire de nos vulnérabilités partagées, on tient compte du collectif, du long terme et du sociétal. On ne focalise pas sur l'individu comme on fait. Donc en fait, la loi de solidarité, en fait, quand j'entends ce que dit Frédéric Bizard, c'est mon récit à moi, c'est qu'en réalité, si on veut répondre des plus mal lotis le plus longtemps possible et en étant le plus attentif et fraternité possible, en fait, cette loi-là, c'est une attaque au contraire de la solidarité. Donc c'est vraiment une grande perversité de com de parler de loi de solidarité pour le fait de mettre à mort son prochain quand il nous demande et qui se sent inutile et qu'il intériorise les contre-valeurs que la société lui fait intérioriser. Il intériorise les contre-valeurs que âgé, il n'est plus dans les valeurs du marché et plus dans les valeurs de performance. Et que donc, voilà. Juste un mot et soutenir ce que disait François Blot, à savoir en effet que, tu parlais du 1, 2, 3, 4, 5, le 3 n'est pas enseigné, il faut le reconnaître, c'est pas suffisamment transmis. La lutte contre l'obstination déraisonnable, hein, qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, donc ça c'est évidemment très très important. J'ai écouté l'AG de la DMD de septembre 2022, il y a un monsieur qui se lève absolument touchant, qui dit, qui raconte l'histoire de sa dame qu'il avait emmenée aux urgences, il dit j'ai dit que j'étais la DMD et les médecins ont dit merci monsieur de nous l'avoir dit, ça a soulagé les médecins. Et en fait en disant cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait non pas je veux que vous l'euthanasiez, il disait je veux que vous respectiez le fait de ne pas vous obstiner. Et donc il rassurait d'une certaine façon les médecins et leur dit je ne vous attaquerai pas si vous respectez la loi de 2005. Donc ça c'est quand même quelque chose de très très important. Donc je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut enseigner 1, 2 et 3, il faut transmettre. Par ailleurs sur ce qui était évoqué en Oregon, en effet ce sont les CSP+. La question, c'est le court terme et le long terme, et comment on sculpte nos imaginaires collectifs. Dans l'étude de cette sociologue Anita Ocar, des 6000 lettres évaluées de ces personnes qui cotisent à la DFD, en fait, il ressort un paysage, un visage statistique, hein, désolé Roland, mais quand même, les statistiques nous donnent des visages, après, il faut, quand même, ça indique quelque chose. Non, il est d'accord avec ça, mais dans le sujet des chiffres, quoi. Hein. Et donc, ce qui ressort de ça, ce sont en effet les personnes qu'évoquait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui ont assisté comme ça à des maltraitances par le corps médical, qui étaient incompétents ou insuffisants d'une façon ou d'une autre, donc ça qui disent plus jamais ça, comme tu le disais, et ils ont raison, donc d'où l'intérêt de l'information, des moyens, etc. Et puis il y avait des personnes, ce sont essentiellement des femmes, isolés au sens et qui ont des primipas ou des nullipas. Qui ont un haut niveau social, et des CSP+. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont construit leur identité sur l'autonomie, sur le fait d'être comme moi là sur la scène, à faire le journaliste ou
faire des conférences ou à être parmi les soignants également, les médecins particulièrement. Donc c'est-à-dire des personnes qui sont comme ça puissantes et qui ont intériorisé l'idée que ce qui a de la valeur, c'est de se tenir debout, c'est d'être autonome, c'est d'être indépendant, c'est de décider de soi-même si je veux aller ici ou aller là, etc. Donc si bien qu'à court terme, ce sont ces personnes-là qui militent. Et d'ailleurs, vous voyez dans les médias, c'est quand même, reconnaissons-le, hein, des gens qui voilà, moi j'aurais les moyens de faire soigner la maison, etc. Et en effet, la question se posera très différemment pour d'autres personnes. Mais je veux dire par là que c'est très important de voir le court terme de ces personnes puissantes qui réclament ça, et le long terme pour qui va les subir plus rapidement. Je dirais pas... Alors, on a un petit moment de riposte poétique pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'extravagance. Je vous raconte en même temps l'histoire du triangle, parce que ce n'est pas que faire la cloche, cher Renaud. C'est en fait, l'année dernière, on a fait un grand hommage à Eugène Minkowski, on a fait un grand colloque à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Eugène Minkowski, psychiatre, grand résistant, humaniste, qui a travaillé ici à Sainte-Anne, qui a sauvé des milliers d'enfants de toute l'Europe pendant l'Allemagne nazie. Et donc on a fêté donc on a fait un colloque et avec Bruno, plutôt que de se dire bon, en rappelant à l'ordre c'est long, sinon il faut arrêter avec les gens qui parlent toujours trop comme moi, et bien on s'est dit on va faire le petit triangle. Et dans l'assemblée il y avait le petit-fils d'Eugène Minkowski qui était là et qui est le grand chef d'orchestre Marc Minkowski. Et donc à la pause il est venu me voir en me disant à vous là-bas vraiment je vous donne un cours de triangle, ça va pas du tout. Donc voilà, on appelle Eric Fiat qui va participer à cette riposte poétique et musicale. Et puis après, on va... Voilà. Parce qu'effectivement, l'histoire est importante aussi, parce que si vous voulez, on s'est dit, on a fait des conférences, on a fait des livres, on a fait des tas de choses comme ça, c'est-à-dire la rationalité ne fonctionne pas. C'est un peu comme pour l'écologie, hein, finalement. Il y a des gens qui se battent depuis 40 ans à montrer des chiffres, à montrer des tableaux, en disant mais vous voyez, on est dans le mur, et on ne fait rien. Et donc en fait, probablement qu'il faut émouvoir, qu'il faut faire ressentir, qu'il faut appeler les corps, parce que la tête a trop pensé, parfois s'égare. Et bien voilà, on a fait l'option, et bien peut-être d'émouvoir, peut-être de faire sentir, et on remercie infiniment Eric Fiat de se prêter à l'intimité. John Williams. Il m'est arrivé de parler de la douleur quand je ne la connaissais pas. Alors je pouvais la couler dans de belles images. Il m'arrivait de nervaliser. Je suis le veuf, le ténébreux, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Mais souffrir est tout autre chose. Souffrir, comme le dit le poète Philippe Jacotet, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe quoi, n'importe qui, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Philippe Jacotet est le poète préféré de Farrugia et de moi-même. Je voulais qu'il fût un peu présent aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire se trouve dans un recueil de poèmes dont le titre à lui tout seul est admirable, « À la lumière d'hiver ». Façon pour le poète de murmurer que, même au plus sombre de l'hiver, la métaphore du vieillissement, se trouve peut-être une fragile lumière. Mais Dieu, ou diable, que cette lumière est précisément fragile. Car Jacotet raconte dans La lumière d'hiver, sans le dire explicitement, la fin de vie de son père. Et cela donne ces quelques vers. Vient un moment où l'aîné se couche, presque sans force.
On a vu son pas de jour en jour moins assuré. Sinon, le premier coup, c'est le premier éclat de la douleur. Que soit ainsi jeté si bas le Père, qu'il soit ainsi châtié, qu'il semble faible enfançon dans le lit de nouveau trop grand, enfant sans le secours des pleurs, sans secours où qu'il se tourne, acculé, cloué, vidé, il ne pèse presque plus, la tête qui nous portait tremble. Muet, le lien des mots commence à se défaire. Pour peu de temps, nous le voyons encore, il n'entend presque plus. Aiderons-nous cet étranger s'il a oublié notre langue, s'il ne s'arrête plus pour écouter? Il a affaire ailleurs. Il n'a plus affaire à rien. Même tourné vers nous, c'est comme si on ne voyait plus que son dos. Lorsque le Père est emmené si loin, je cherche ce qui peut le suivre. Non la lanterne des fruits, non l'oiseau aventureux, non la plus pure des images, non la plus belle des pensées, plutôt le linge et l'eau changée, la main qui veille et le cœur endurant. Plutôt la main qui veille et le cœur endurant, plutôt le linge et l'eau changée. Philippe Jacotet, à la lumière d'hiver. Ma gratitude est infinie pour vous toutes, pour vous tous, qui jusqu'au bout changez le linge et l'eau, qui jusqu'au bout avez la main qui veille et le cœur endurant. Oh, je sais bien qu'au cœur de vos nuits blanches et de vos jours noirs, il vous arrive parfois d'avoir le cœur qui vacille, et la tentation de donner la mort est ma foi fort légitime. Je veux rendre hommage pour finir à celle qui a accompagné mon propre père, qui en effet jusqu'au bout eut la main qui veille et le cœur endurant, celle qui, à tâtons, comme on a lu à la lueur des étoiles, cherchait à comprendre cet homme qu'on ne comprenait plus guère. Cependant, elle a pu nous dire quelque chose, et c'est par quoi je vais terminer, c'est qu'il voulait que sur sa tombe fût joué l'hymne à l'amour. Alors je vais essayer. J'avais tellement peur, c'est beaucoup plus dur de faire de la musique que de la philosophie. Je voulais remercier Eric. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il a déjà fait une fabuleuse intervention avec Romain Marie-José. Eric est donc agrégé de philosophie et surtout il est responsable d'une université à Bruxelles-Eiffel. Donc voilà, ça, il encadre des doctorants, il accompagne tout ce qui est d'éthique médicale et il a beaucoup œuvré pour l'éthique médicale. Donc on est très heureux pour cette riposte poétique. Merci beaucoup Eric. Non, alors donc, non, en réalité, avec Farrugia, on a écrit un bouquin, on a écrit des articles, on est allé voir les députés et ça, et on s'aperçoit que ça patine et que la rationalité ne permet pas de transmettre. Et donc, on a décidé d'écrire une pièce de théâtre avec une partie musicale, et donc on est parti de l'œuvre philosophique pour la rehausser sur Farrugia, à un texte de théâtre. Ça va être joué au Festival d'Avignon le 16 juillet. On a trouvé les metteurs en scène, la salle, ça sera au théâtre de la Saillon, les comédiens. Et il y a donc 3 scénettes, et après on fait un débat de philo.
Là, la première scénette dure une quinzaine de minutes, et donc Farrugia va la lire, donc ça va durer une quinzaine de minutes, et juste je vous explique la suite. Je fais un petit pas de côté. Donc là, aujourd'hui, c'est le point de départ d'une aventure, c'est pas le point d'arrivée, et il va y avoir beaucoup de personnes qui n'auront pas pu s'exprimer. Il y a deux choses. Pour que ça se déploie pendant l'année qui vient, parce que cette loi va être en discussion pour un an, premièrement, on vous l'a dit, de façon universitaire, toutes les personnes compétentes peuvent écrire des articles, on les sélectionne et ça pourrait être marqué, dit dans des revues, pour François, pour Sarah, pour tous ceux qui étaient là, il y a la place pour les revues. Deuxièmement, un truc de dingue, tu veux que je raconte ou pas? Un truc de dingue. En bas des Champs-Élysées, il y a le théâtre de la Concorde, c'est l'ancien, comment ça s'appelle l'ancien espace Cardin. Et donc, on a vu la responsable hier, et on va essayer, en fait, de faire en 2024 7 ou plus d'une dizaine de séances où il y aura pièce de théâtre, celle qui va être jouée à Lyon, et donc vous allez voir une pièce de théâtre, et suivi d'un débat de philo. Donc, pour les personnes qui sont compétentes et qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer suffisamment, comme il y aura beaucoup de séquences, si elles veulent co-animer le débat, Cyril, François, etc., à tout le monde sur le programme, il y aura la possibilité de faire en sorte que ça se poursuive. Donc l'idée aussi, c'est de maintenir cette tension entre les pros et les contrats, et donc nous, ça porte plutôt la voie contrat alternative, mais j'imagine que le théâtre de la Concorde va également faire des ateliers ou des représentations de l'autre camp, donc ce sera un endroit démocratique. Et donc nous, notre idée avec Farrugia, c'est premièrement, on fait ressentir par le théâtre, et deuxièmement, on prend une question qu'on fait débattre de façon un débat philosophique quelque part, et je vous dis donc aux personnes compétentes que vous avez la possibilité de venir nous voir, et on mettra sur... Et par ailleurs, on lui a parlé de notre riposte poétique, là, complètement folle qu'on fait devant le théâtre de la Colline, et elle nous a dit, mais vous ne pourriez pas le faire ici aussi? Donc voilà, les activistes de la riposte poétique sont les bienvenus au théâtre de la Concorde, on racontera ça. Alors, rassurez-vous, avant de faire ça, donc ça dure 10-15 minutes, pas plus, les repas sont prévus au relayage. Je vous dis ça juste pour apaiser les estomacs et vous préparer au fait que vous pouvez attendre 10 minutes. Donc voilà, au relayage, je remercie Vanessa, je remercie aussi Julien, tous ces gens, vous savez, invisibles dont on ne parle jamais, mais qui ont installé les micros, préparé les repas, etc., etc. Alors, scène 1, je ne fais que la première scénette. Dans son salon, donc, il y a 3 scénettes. On en fait qu'une. C'est la première. Donc scène 1, dans son salon, un père a convoqué son fils et ses 2 filles. Une valise au pied du père. Dans ces scénettes, en fait, il va y avoir aussi une chorégraphie dansée, une chorégraphie dansée peut-être. Et donc, il y aura une valise qui va se promener avec l'idée qu'en fait, alors il y aura la scène avec l'idée qu'on trimballe tous des valises en fait, des valises qui ne nous appartiennent pas, des valises du passé, et que probablement on va en transmettre malgré nous, malgré soi. Et il y aura un homme assis, double silencieux du père, avec sa guitare. Ce sera Bruno en l'occurrence. On s'est inscrit cette année à un cours de théâtre en prévision de ce truc. Il est tellement nul en théâtre qu'il lui fallait un rôle, donc je vous confirme qu'il est pas bon. Par contre, en musique, c'est autre chose. Donc, une valise au pied du père, un homme assis, double silencieux du père, avec sa guitare. Donc, le père, son fils, ses 2 filles. La fille, elle est Assia. Mais enfin, papa, tu peux pas nous faire ça? Le père, écoute, Assia, ma fille, c'est décidé. J'ai déjà tout organisé. Lily, ma fille Bennett. Mais papa, tu nous as bassiné toute notre enfance avec la religion, et maintenant tu veux te suicider? Mais je crois que c'était un péché, papa, de faire ça. Et en plus, tu veux qu'on fasse la fête avec toi, mais c'est grave d'en arriver là. Le père, écoute, ma fille, la religion, tout ça, c'était du vivant de ta mère. Paix à son âme. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous habitez tous loin, je ne veux pas être une charge pour vous, et puis il est trop tard. Et j'ai des raisons, c'est tout. Le fils très affairé, téléphone portable à la borette, etc. Mais puis j'ai vu la paix à la fin. C'est vrai quoi, et puis il a raison, en tout cas moi, je suis d'accord avec lui, et surtout je vous préviens, le jour où je ne serai plus capable de faire une équation de second degré, la vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Rentrez-vous bien ça dans la tête, et autre chose encore. Mettez-vous à sa place, ensemble. On voit bien que ce n'est pas vous qui êtes concerné. Assia, mais qu'est-ce que tu racontes, Wajdi? Bien sûr qu'on est tous concernés. Le fils. William, s'il te plaît, je l'appelle William. Wajdi, c'est fini. Il faut que tu acceptes qu'on a changé de nom maintenant, on n'en est plus au pays.
On ne peut pas vivre avec nos parents et nos grands-parents ici. Et si tu veux t'en sortir, il faut s'adapter. Tu comprends ça? S'adapter. Le père, arrêtez de vous disputer, les enfants. Il n'y a plus rien à dire, j'ai décidé. Maintenant, il est trop tard. Oui. Donc tu capitules, papa, c'est ça? Et dire que tu étais beaucoup plus vivant au pays, c'est une bonne guerre ou une vraie maladie qu'il te faudrait, papa, pour te redonner goût à la vie. Le père, ne dis pas de bêtises, Valérie. Elle n'a jamais eu de sens, cette guerre. J'ai tout perdu quand j'ai perdu votre mère. Et vous, vous ne pouvez rien contre ça. Assia, Lily, toi, attention à la façon dont tu parles à papa. Et puis, qu'est-ce que tu en connais, toi, de la guerre, hein? Tu étais tout bébé. Lily, ce que j'en connais? Tu veux que je te dise que j'en connais, moi, de la guerre? Vous m'avez tous gavé avec cette guerre au point qu'elle a hanté mon enfance. Sans l'avoir connue, j'en ai plein la tête, moi, de vos images de bombardement et de privation. C'est soi-disant votre passé à vous, c'est devenu mon cauchemar de chaque instant. Vos peurs ont contaminé mes nuits et ma vie. Alors ne viens pas me dire que je ne connais rien à cette guerre, d'accord? Je la connais tous les jours, ces jours de bombardement, tous les jours, ces jours de réarmement. Assia, mais qu'est-ce que tu dis, Lily? Lily, que vous m'avez fait ingérer une haine contre des gens que je ne connais même pas. C'était votre haine, c'est devenu la mienne. Et je ne peux plus m'en défaire maintenant de votre haine et de votre guerre. Assia, écoute, Lily, je n'y suis pour rien, moi, si cette guerre nous a tous rendus dingues pour des générations et des générations encore. Les gens n'ont même pas réalisé qu'ils nourrissaient une série de malédictions qui se répéteraient de père en fils, de mère en fille. C'est épigénétique maintenant. La haine, la vengeance et les peurs ont fini par entrer dans notre ADN. Tu comprends? Je me demande même si c'est pas pour ça que je n'ai pas pu ou jamais voulu avoir d'enfant. Je ne sais même plus. Lily, mais arrête, ça c'est tout autre chose, Assia, avec Mamina qui vous a terrorisé avec le sexe et les garçons. Comment veux-tu qu'on soit pas devenus des névrosés de haut niveau, du genre abonnement à vie chez les psys, juste bonne affaire de la chair à vivant? Tu te souviens, Assia? Et comment tu me souviens? Attention ma fille, attention à cette chose-là. Parce que cette chose-là, quand on est une jeune fille, il ne faut jamais la faire, ma fille. Lily se prêtant au jeu. Mais Mamina, c'est quoi cette chose-là? Assia, aïe, attention ma fille, cette chose-là, il ne faut pas la faire, il ne faut pas la dire. Jamais la dire, quand on est une jeune fille, jamais la dire. Lily, mais Mamina, si je ne peux pas la dire, comment veux-tu que je sache ce que c'est que cette chose-là? Moi je dis, bon, arrêtez votre jeu là, maintenant, franchement c'est vraiment pas drôle, ce n'est pas le moment, laissez le passé en dehors de tout ça, voulez-vous, il faut qu'on avance à présent. Concrètement, que proposez-vous? Assia, papa, viens habiter chez moi, je prendrai soin de toi, je te soignerai. Moi je dis, ah bon, papa est malade? Le père, oui, il est déjà trop tard, j'ai la pripathologie. Assia, papa, c'est pas la pripathologie, c'est la polypathologie. Moi je dis, et c'est grave ça, c'est quoi? Assia, mais non, ça veut juste dire qu'il est vieux, il a les mots de son âge, les douleurs de l'arthrose, la déprime de maman, le cœur un peu essoufflé, puis il n'entend plus grand-chose. Et il a la DMLA aussi. Moi je dis, y'a quoi? Mais arrête, Assia, ça me donne des attaques de panique, toutes ces maladies, là, c'est génétique ça aussi? Assia, mais non, la DMLA, c'est juste qu'il perd progressivement la vue. Lily, mais c'est pas une raison pour mourir, ça quand même. C'est quoi ta vraie maladie, papa? Le père, je ne suis pas malade, ma fille. C'est comme dit Assia, je suis vieux, c'est tout. J'ai seulement la fatigue de la vie. Même la guitare, je ne peux plus la faire chanter et la prendre sur mes genoux. Je suis fatiguée, c'est tout. J'ai juste accompli ma vie, ça suffit. Et ça, de la vie, on ne peut pas en guérir, ma fille. On ne peut pas en guérir. Lily et Assia d'une même voix. Mais papa! Moi je dis agacé. Bon, lâchez-le, bon sang, hein. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il vit, fichez-lui la paix, c'est sa liberté à la fin. Assia, mais qu'est-ce que tu racontes, moi je dis? Ça t'arrange bien, toi, de l'abandonner. De toute façon, tu ne l'as jamais aimé comme nous on l'aime. Moi je dis, je ne l'ai jamais aimé, cruel que vous êtes. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour lui des contrats qu'on offre au prince. Je l'ai cherché moi-même au fond de cette province. Et je suis là encore. Pour lui, pour vous. J'ai renoncé à m'installer à Miami et à Dubaï. Donc là, pour le coup, je ne vous permets pas. Lily. Mais c'est toujours Assia qui s'occupe de tout. À part donner de l'argent, toi tu ne fais rien. Tu n'as jamais rien fait du tout d'ailleurs. Moi je dis, c'est ça, c'est ça. Dès les 7 ans, j'étais là à écrire aux créanciers du loyer, de l'électricité, des emprunts, pour qu'ils veuillent bien échelonner les paiements. J'ai su écrire, veuillez agréer l'expression des salutations distinguées, avant même de savoir ce que ça voulait dire. Assia, mais moi aussi j'ai fait ça, moi je dis. Qu'est-ce que tu crois? Et la honte à faire la queue pour les sacs de nourriture à la Croix-Rouge alimentaire. Tu y as échappé, toi, à ça, hein, toi, le petit prince qu'il ne fallait surtout pas choquer. Moi je dis, mais les rappels de factures depuis des années que les parents ne pouvaient pas payer, les impayés, c'était qui? C'était William. Non, à l'époque j'étais même encore Wajdi. Les soins dentaires, les kinés, les cliniques, les cours, les courses, les vacances, c'était Wajdi. Tes psys et tes frais de scolarité à toi, et les sous que maman envoyait fièrement au pays, c'était William, c'était moi, encore moi. Payer, c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que
que je sais faire. Laissez-moi ça au moins. Et faites le reste. Et basta. Asia, mais ne t'énerve pas comme ça. Ouais, je dis, et ne m'en demandez pas plus. J'en suis incapable de toute façon. Même pour maman, je n'y peux plus. C'est trop dur. J'y arriverai pas. Il dit, mais pour maman, c'était très différent. Moi, je dis, mais l'avoir diminué de semaine en semaine, c'était trop compliqué, trop violent pour moi. Je ne pouvais plus voir ses yeux briller qui ne demandaient qu'à vivre et qui n'avaient plus d'horizon. Et moi qui ne savais pas quoi faire, je savais que c'était trop tard. Je savais que c'était fini. Asia, mais ce n'était pas fini, moi je dis. La fin de la vie, c'est pas fini, c'est jamais fini. Même quand ça a l'air fini, c'est jamais fini. Tu comprends ça? Il s'est passé encore des semaines où elle t'a attendu. Elle t'a attendu, moi je dis. À un moment, avec Lily, on croyait même que c'était de t'attendre qui la maintenait en vie. Lily, elle t'a réclamé jusqu'au bout. Comment t'as pu faire ça, moi je dis. Je n'y arrivais pas, je n'y arrivais plus. Je ne suis pas fort comme vous, moi. Je ne pouvais pas supporter, je préférais ne pas voir. C'est horrible, je sais. Mais je préfère en finir vite, plutôt que supporter toute cette dégradation, où tout se rétrécit. C'est insupportable pour moi, vous comprenez? Asia, mais maman, elle voulait vivre pour te revoir, moi je dis, et revoir tes petits. Pourquoi tu n'as pas dit tout ça avant, moi je dis? Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi tu as juste gardé le silence? Pourquoi tu as disparu? Moi je dis pourquoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, pourquoi? Je l'aimais trop, je n'y arrivais plus. Je pouvais tout sentir de maman, les moindres changements de son odeur. Je pouvais voir chaque changement de son corps, chaque micron de sa peau qui chaque fois s'affinait toujours plus. Chaque nouvelle griffe qui creusait un peu plus les sillons de sa bouche. Chaque nouvelle tache qui apparaissait sur ses mains. Je savais tout, je savais trop. Je sentais tout à chaque fois que je la voyais. C'était trop pour moi, vous ne pouvez pas comprendre. Lily. Mais maman s'est inquiétée tout le temps pour toi, moi je dis. Nous, on était là avec elle en permanence. Et elle n'avait de paroles et de pensées que pour toi. Elle n'a que pour les absents. C'est vraiment pas juste, hein. C'est dégoûtant. Ouais, je dis, c'est terrifiant, je sais. C'est monstrueux. Mais j'ai pas votre courage, les filles. On n'est pas fait pareil. Asia, écoute-moi, je dis. Tu peux encore faire quelque chose à présent. Cette fois, fais-le, mon papa. On t'aidera, on sera là pour toi. Arrête-toi. Moi, je dis, je ne pourrais pas, Asia. Je ne pourrais pas m'en occuper comme toi, tu pourras t'en occuper. Toi, tu sais faire, Asia. Tu n'auras pas peur de le voir changer. Tu ne vas pas t'énerver contre lui et contre le monde entier. Et de toute façon, vous savez bien qu'avec ma vie, avec Cécilia, c'est impossible. C'est incompatible avec la vie que j'ai choisie. Vous comprenez? Il dit, non mais ça va pas. Attends, mais c'est trop facile, hein, d'aller encore te cacher dans les jupes de maman ou les jupons de ta nana, parce que chouchou est trop fragile, parce que chouchou est trop sensible. Mais qu'est-ce que tu crois? C'était facile pour nous? Moi je dis, ce n'est pas ce que je dis, lui. Il faut juste respecter la liberté de chacun, les limites de chacun, c'est tout. Moi, les miennes de limites sont celles-ci. Je ne veux voir souffrir personne. Et je ne veux pas souffrir non plus. J'ai trop peur. Je suis trop sensible, moi. Et il dit, non mais, attends, tu n'as pas le monopole de la sensibilité. Le courage, ça va se chercher, mon vieux. Tu crois quoi? Que parce qu'on est des filles, on peut tout endurer, toujours davantage. Le travail invisible, c'est nous. Les coulisses du silence, c'est nous. Et en plus, il faudrait qu'on se tape le pire du pire, parce qu'on est courageuse et parce qu'on peut tout supporter, sous prétexte qu'on est des filles. Le père, cette fois, arrêtez de vous disputer, les enfants. J'ai parlé, j'ai dit, il est trop tard. Et en plus, je suis tout seul dans mon lit. Il dit, ok, de toute façon, toi aussi, papa, tu as toujours décidé de tout, tu vas mourir exactement comme tu as vécu, avec ton sceptre égoïste sur ton trône, là, sans tenir compte de nous. Tu appelles ça la liberté? Mais c'est une liberté enchaînée, oui. Tu vois bien qu'il ne se donne pas d'autre choix. Asia, papa, Lily a raison. Pense à nous aussi. Et tu songes à tes petits-enfants qui penseront qu'on peut décider d'en finir comme ça, juste quand on est fatigué de la vie? Tu crois que c'est un exemple pour les enfants de demain? Pour nous qui te suivrons? Quel message tu vas leur laisser à nos enfants? Tu as pensé à ça? Et si nous, on ne peut pas prendre soin de toi, qui prendra soin de nous? Qui? On porte tous les valises les uns les autres, des valises qui ne nous appartiennent pas. Pourquoi tu veux casser la tradition, papa, où chacun s'occupe du suivant? Pourquoi tu veux faire ça? Asia, arrête, Lily, arrête, je t'en prie. Lily, mais tu sais, Asia, je dis ça pour toi aussi, hein, parce que les papis et les mamies boomers dans 30 ans, sera toi, sera vous et vous. Vous serez tellement nombreux et nombreuses, vous les vieux, les vieilles de demain, qu'il n'y aura plus personne pour prendre soin de vous. Lily, Asia. Et ce sera toi aussi, Lily, qu'est-ce que tu crois? Lily, non, sûrement pas. Parce que nous, on aura déjà inventé une autre société, où tout aura changé, où on ne marchera plus sur la tête, on n'enfermera plus les vieux, où on arrêtera de se travailler le devant et le derrière au botox, où on arrêtera de penser qu'une vie réussie est au bout de la Rolex, et on saura alors que tous les corps sont beaux, tous les corps sont dignes, et tous les corps sont permis. Asia, arrête, Lily, arrête à la fin, non. Tu n'es pas dans des états pareils, arrête. Lily, non, j'arrêterai pas. Marre de se taire dans cette famille, de faire comme si tout était normal, parce que c'est écrit, parce que c'est comme ça. Marre de s'adapter, justement. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Moi aussi, papa, je suis souvent fatiguée de la vie. Moi aussi, parfois, j'aimerais bien qu'on m'aide à mourir parce que je n'en peux plus des conditions indignes de ma vie. Et moi aussi, maman me manque. Moi, je dis, c'est pas fini là. Vous allez arrêter de parler de vous, on est ici pour papa. Arrêtons de parler à sa place. Écoutez-le. Vous voyez bien qu'il souffre de la solitude. Il faudra bien qu'à un moment donné, écoutez ce qu'il ressent, c'est ce qu'il a à dire. Il en a marre de cette vie. Vous voulez bien entendre ça. Papa, parle. Dis, vas-y, dis quelque chose. Père, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. De toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps. Il est trop tard. Ça fait non, papa, il est encore temps. Il est jamais trop tard. Rappelle-les. Dis-leur qu'on a changé d'avis. On a toujours le droit de changer d'avis tout de même, n'est-ce pas? Le père, oui, en principe, on a le droit. Mais en pratique, c'est plus compliqué que ça, ma fille. J'ai fait déjà venir toute la famille d'Amérique et du Canada pour ma cérémonie. Ils ont tous pris leur billet d'avion. Même mon radin de frère a fait cet effort pour moi. Il va être furieux si jamais il apprend qu'ils sont venus pour rien. Asia. Et alors, on peut quand même se retrouver et faire la fête pour d'autres raisons, juste pour être ensemble et effectuer tout ce qu'on n'a pas pu célébrer à cause de cette famille éclatée dans le monde entier. On ne connaît même pas nos neveux, les jumeaux de ton frère. Le père, trop tard, je t'ai dit. Je suis déjà engagée dans le grand escalator qui descend. Et je n'ai plus la force de remonter. Je n'ai plus la force, ma fille. Même si je voulais, tout est déjà en marche. Oui, c'est ça. C'est en marche. Comme la politique. C'est en marche. C'est la mécanique. Ça ne dépend plus de moi. Et j'ai déjà arrêté toutes les assurances depuis un mois, la mutuelle et tout le reste. Je ne vous coûte déjà plus rien. Asia, mais tu aurais pu nous en parler, papa. Pourquoi personne ne nous dit rien? Tes médecins, on ne prévient même pas la famille dans ces cas-là. Mais c'est ahurissant. Moi, je dis, non, tu sais bien, c'est son choix, c'est sa vie, c'est sa mort, c'est son droit. Regardons sa Rolex. Oh là là. Bon, dépêchons-nous d'avancer. J'ai des rendez-vous urgents. Il va falloir que j'y aille. Il dit, non, mais vous êtes sérieux? On va vraiment participer au suicide de papa? Moi je dis, ah, tout de suite, des grands mots, toi, c'est une aide qu'il reçoit. Une aide à mourir, une aide active même. Tu n'as qu'à penser au mot aide, oublie le reste et ça passera mieux. Et tu crois que je vais me laisser endormir par tes mots valises là et laisser papa mourir comme ça, comme un Français abandonné par le sien? Le père, oui, oui et oui. Et ce sera ma fête d'adieu. Je veux que tout le monde soit joyeux, d'accord? Et c'est là mes dernières volontés. Et pour la suite, je vais être mis dans la petite boîte, celle qui ne prend pas de place. Comment ça s'appelle déjà, Asia? Tu sais, quand on est brûlé et qu'on te met dans la petite boîte, comme quand on va voter. Lily, une urne, papa, ça s'appelle une urne. Asia, ah bon? Tu veux une crémation, papa? Mais on n'en a jamais parlé, c'est nouveau ça? Lily, et tu veux pas plutôt un enterrement vert? C'est plus écologique que la crémation en termes de CO2. Tu retournes directement à la terre, dans les fleurs, les arbres, les oiseaux, c'est trop beau. Moi je dis, non mais attendez, on va quand même pas composter papa. Le père. Mes enfants, je veux que vous alliez tous les trois disperser mes cendres dans la tombe de Toutankhamon. J'ai toujours rêvé d'aller en Égypte. Lily, de mieux en mieux, pharaon maintenant. Attends papa, je ne suis pas sûre d'abord que ce soit autorisé. Hein, et puis on n'en est pas encore là. Le père, si, j'ai bien avancé. Tout est organisé. La date de mon grand départ est déjà fixée. Moi je dis, ah bon? Parce qu'on peut choisir sa date? Vraiment? Lily, bah, on ne choisit pas sa date de naissance, on peut bien choisir la date de sa mort, hein, c'est ça le progrès, qu'est-ce que tu crois? Asia, arrête, Lily, ça suffit. Enfin, moi je dis, alors papa, il faut qu'on voit ça ensemble. Tu dois me prévenir longtemps à l'avance. Surtout, éviter la première quinzaine d'avril, s'il te plaît. Je pars pour Tokyo. Ça fait 1 an qu'on prépare ce voyage au Japon pour l'anniversaire de mariage. Cécilia veut voir les surdits en fleurs. Si je reporte encore, elle va être furibonde contre moi. Enfin, si on peut éviter cette date, c'est mieux, on peut peut-être se mettre d'accord, là, tous les 3, enfin tous les 4, papa, pardon, toi aussi, bien sûr. Je sais pas, moi, on va peut-être faire un vote, par exemple. Le père, j'ai déjà prévu l'urne. Il dit non, mais n'importe quoi. Asia, et tu as prévu ça quand, papa? Le père, j'ai choisi le 30 du mois prochain. Moi, je dis non, mais ça va pas le jour de mon anniversaire. Tu vas quand même pas faire ton truc là, le jour de mon anniversaire. Lilian, elle dit quoi? C'est moi la liberté là. Moi, je dis mais tu peux pas me faire ça, papa. Je ne veux pas traîner le jour de ta mort chaque année, de chaque jour de ma vie, mais t'es vraiment malade ou quoi? Le père, non, je suis pas malade, mon fils. Je suis juste, oui, fatiguée la vie. On l'a compris, fatiguée la vie. D'accord. Il dit, eh bien, c'est ça d'être le chouchou, le bichon préféré à son papou chéri. Arrête, tu commences vraiment à m'agacer sérieusement. Asia, calmez-vous. Papa, Waji a raison.
tu ne peux pas lui faire ça. Ce n'est pas bien, papa, de faire une chose pareille. Et tu sais, il pensera quand même à toi, même si tu choisis de mourir à un autre jour que le jour de son anniversaire. Il dit, tu n'as qu'à choisir ta date de naissance à toi, papou. C'est dans 1 an, ça laisse le temps de voir venir. Tu pourras peut-être même changer d'avis d'ici là. Ou je ne sais pas, moi, tu pourrais même rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, elle a l'air sympa, l'auxiliaire de vie qui vient prendre le café le vendredi. Tu sais, la dame à la longue chevelure couleur de nuit. C'en est où, vous deux? Je dis, remplacez maman ici? Non, mais t'es pas bien. Il dit, bien quoi? Il y a une vie après la mort en Wadi. Le père, Madame Carmen, elle ne vient plus. Elle est partie. Elle a été remplacée. Asia, ah bon? Bah, tu ne nous as pas dit. Et elle s'appelle comment, la nouvelle dame? Igor. Ah, c'est sûr, c'est vraiment lui, hein. Mais attends, papa, on peut rappeler la chance, trouver une autre dame gentille. Mais elle était bien, Madame Carmen. Je veux pas d'une autre dame, moi. On va faire quelque chose, papa. Et puis on peut peut-être retrouver Madame Carmen. Il dit... Moi, je dis... Asia, papa, on va tout faire pour retrouver Carmen. Il dit... De toute façon, ces femmes, elles sont sous-payées. Elles font un travail de dingue, il faut pas s'étonner qu'elles finissent par partir. Moi je dis, bon, ça va, quelques courses, prendre le café, il faut pas non plus des qualifications surdimensionnées, hein. Non mais tu les bloques ou quoi? Elles font simplement ce que nous, on n'est même plus fichus de faire, toi et moi. Asia, écoute papa, je vais rappeler l'agence, on va tout faire pour retrouver Madame Carmen. Laisse-moi le temps, reporte la date, je t'en supplie. Le père, c'est fini, Madame Carmen ne reviendra plus, il est trop tard, il n'y en a plus pour très longtemps. Lily, eh bien voilà, en fait papa, il a juste une blessure d'amour, il faut qu'il voie une psy lui aussi. Je connais une psy très bien, qui est pas très loin d'ici, et en plus elle est LGBT+ friendly. Arrête de raconter n'importe quoi, non, stop, ça suffit. Le père, tu calmes les enfants. De toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps. Il est déjà trop tard. Les aiguilles ont tourné. Ce sera le 30 du mois prochain, à 10h, si Dieu veut. Mais je veux d'abord voir la finale du match de rugby.